4 novembre 2024, Miss Amande Ulrich Kemwe, qui s'occupe également de la régie d'antenne et de la réalisation ainsi que du cadrage vidéo, et Belbelassa Mariette à la coordination éditoriale. Jean-Patient Tsala est à la coordination centrale, conception et supervision générale de l'émission à bâton rompu, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay. Je suis Jean-Marie Annaba. Vos contacts, vos contributions, voudrais-je dire, sont les bienvenus au 6 73 02 96 29 SMS et WhatsApp pour les questions adressées à l'invité du jour. 6 73 02 96 29 SMS et WhatsApp. Le deuxième numéro c'est le 6 95 08 36 34. 6 95 08 36 34 pour vos contributions uniquement par SMS. Les appels, ce sera vers la fin du programme au 6 71 15 73 21, 6 58 08 91 25, 6 71 15 73 21, 6 58 08 91 25, 620 37 74 81, 620 37 74 81. Vous retrouverez au bon milieu de ce programme Modeste Bontenkwe qui signera la trajectoire de l'invité du jour. L'émission est produite avec la contribution de Renaprouve Finance SA, la microfinance au-dessus des banques qui vous offre la mutuelle d'assistance et de solidarité. Renaprouve offers Masso. I want 750,000. I use the money, to do many things in my shop. I am a driver by profession, and my car is down. So my intention is to buy engine, put in the vehicle, pay all the documents, and start working. By God's grace, I was the beneficiary of the 1 million package. Maso is the real stage where you can belong to and you achieve something in life. Oh, as you can see, I've just obtained my amount of 250,000 francs. So I'm into agro-pastoral business. I'm into cultivation of kapusum and. When I want this money, my family, everybody, we are very happy and we celebrate it. So for this, I'm praying God to win more than what I won before. So I'm very happy to be a member of Maso. I really thank God because it was a privilege for us today, for me today, for the name of my husband to win this villa, Maso. What if your solution comes from Maso Act 5? Rush to any Renapro Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunities offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Maso, we simply live our African values. Renapro of Maso. Je décide au Seigneur de gagner 1 million. Et comme je fais dans les agrégats, ça va en particulier. Je suis revendeur. Cet argent me permet ça de multiplier mon activité. Je suis gagnant de 250 000 francs. Je suis vraiment content. C'est ma deuxième fois de gagner. Je suis commerçant. Je vais en douce chercher la marchandise et je viens livrer au marché de foot. Je dis franchement merci à la marché. Je suis trop content. Si j'ai gagné le tricycle, comme je suis planteur, ça va m'aider beaucoup à transporter mes noix de bois, tous mes produits. Je suis le gagnant du lot de financement de 250 000. Déjà, je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas. Il n'y a que du bon à ramasser. On dit que tu as gagné la villa, mais gagner la villa, je n'en revenais pas. Et je ne veux pas mentir que c'est la main de Dieu. Ça, je ne veux pas vous mentir que Dieu que vous voyez là sait faire ces choses. Et si ta solution venait de Maso Acte 5, rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé où tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Maso, vivons simplement nos valeurs africaines. L'émission c'est à bâton rompu sur Royal FM. L'invité du jour, Dr Fridolin Nke. Il est philosophe, expert en discernement, universitaire et chroniqueur politique. Dr Fridolin Nke, bonsoir, bienvenue à bâton rompu ce dimanche. Bienvenue à Royal FM. Bonsoir Jean-Marie Annaba, bonsoir à toutes mes sœurs et à tous mes frères qui m'écoutent d'ici et de la diaspora.
tous les auditeurs. Merci DG qui me permet de m'exprimer ce soir sur les grandes orientations, les grands défis qui interpellent notre peuple et notre responsabilité en tant qu'intellectuel, en tant que visionnaire de l'au-delà. Notre rôle social doit être réactivé, réaffirmé et défendu. Défendu par les moyens de gloire, certes, mais défendu aussi par des sacrifices, par l'exemplarité de notre engagement politique et social. Et c'est pourquoi j'interpelle d'entrée de jeu tous ceux qui ont le manteau et l'étoffe de la pédagogie, nous enseignants, nous qui avons le devoir d'ensemencer du neuf, des intelligences neuves, de nous recentrer sur les priorités qui sont les nôtres et d'envisager autre chose que ces petites bribes de vie, de survie qui nous maintiennent prisonniers d'un monde en perdition, d'un État en perdition. Alors, docteur Fridolin-Ke, quand vous n'êtes pas à la radio, comme c'est le cas aujourd'hui, vous vous occupez à quoi le dimanche? C'est vrai, je vous vois avec plein de livres autour de vous, vous nourrissez des ouvrages. Non, c'est prétentieux si je le dis ainsi. Moi, je suis un campagnard villageois, donc je suis au champ, puisqu'ils ont décidé de ne pas me donner les cours à l'université. J'écris beaucoup. Il y a d'autres ouvrages qui sont... J'ai déjà quand même 9 livres à mon actif. Et je pense que d'ici quelques mois, je vais sortir d'autres livres en espérant que ceux qui ont mon dossier, oui, savent qu'ils viennent me le remettre cette nuit ou demain. Je vais parcourir quelques titres de vos ouvrages, quelques-uns que vous avez apportés ici, hein, parce que les autres sont certainement à la bibliothèque à la maison. Éloge funèbre, Fridolin-Ke, hein, esquisse d'une philosophie obituaire. Hein, ça, c'est l'un de vos ouvrages. Fridolin-Ke, lettre au grand, critique d'une humanité sans ombre. Les éditions Atelier du discernement. Et puis, vous avez cet ouvrage à problème, Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie. Et il y a un autre là, toujours de Fridolin-Ke, La révolution de la pensée africaine, essai de philosophie politique, une préface du regretté Hubert Monondiana, édition Éclosion. Et il y en a encore, hein, Fridolin-Ke, Les professeurs écraseurs, l'agonie de l'école et l'avenir de la jeunesse. J'aime bien ce dernier ouvrage. Hein. Vous l'avez annoncé partout. Les professeurs écraseurs. Je n'ai pas envie de demander le contenu tout de suite. Merci d'être là, Fridolin-Ke. Nous allons commencer l'émission après cette transition. À bâton rompu, question d'actualité. Alors, docteur, commençons tout de suite par les nouvelles du sous-préfet d'Abato, qu'on n'a pas jusqu'ici. Il y a eu une sortie du gouvernement par la voix de monsieur le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a rendu public un communiqué il y a 2 jours. Le communiqué indique que l'autorité administrative avait été enlevée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024 dans son domicile. Alors, par un groupe de terroristes lourdement armés, terroristes pirates venus d'un pays frère et voisin. Ce que le communiqué dit, le communiqué n'indique pas clairement le pays. Et le communiqué rassure la famille et porte le message de réconfort du président de la République. Seulement jusqu'ici, on se demande... Même si le gouvernement rassure que tout est mis en œuvre pour retrouver l'autorité administrative, pourquoi la longue attente, 43 jours pratiquement avant cette réaction du gouvernement? On a noté les réactions des leaders de partis politiques comme le professeur Maurice Kamto, encore Maître Akere Mouna et bien d'autres qui ont multiplié des sorties, qualifiant même le silence du gouvernement d'un silence mortuaire. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le gouvernement ne nous a pas dit où se trouve le sous-préfet. Mais le plus important à retenir, c'est que le sous-préfet est vivant. En croire le communiqué de M. René Emmanuel Sadi. Il y a quelque chose que je dois d'abord relever, c'est ma tristesse et vraiment ma désolation
à la vue de ce que nous avons au nord du Sud. Vous vous souvenez qu'il y a de cela 3 ans, 4 ans, je n'ai fait que ça, jour après jour, dénoncer cette industrie des cadavres qu'on est en train d'entretenir au nord du Sud-Ouest. On a eu, vous voyez, les problèmes que j'ai eu ici avec la CEMIL et tout ça, c'était justement parce que j'avais des informations qui venaient du terrain. Et je vous rappelle que je suis quand même bien informé. J'ai donc dû, comme j'ai dit souvent, il faut se sacrifier. J'ai dû me sacrifier, provoquer le général, le colonel Bankui en duel, entre guillemets. Et vous avez vu le résultat. Ça a eu quand même le mérite de faire bouger les lignes, de faire réfléchir. C'est pour dire que tout ce que nous avons déjà eu, près de 3000 morts, plus de 3000 morts, combien des milliers de nos soldats, de nos policiers, de nos forces de l'ordre, des hauts fonctionnaires qui ont été kidnappés, égorgés. On a vu cette jeune mère qui a été égorgée, froidement décapitée. Et vient l'impression que, et ça c'est la première réaction par rapport à cette situation du sous-préfet qui est terrible, parce que j'ai vu ces images à couper le souffle. Et je me dis comment des gens sont assis dans des bureaux à Yaoundé et ils disent que faites ce que vous voulez faire, rien ne va, vous n'allez rien faire. Il y en a des ministres qui l'ont dit, qui ont provoqué cette guerre tribale, cette guerre civile. C'est contenu au nord du sud-ouest, mais on peut s'imaginer plein de choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer les souffrances à travers lesquelles les populations passent, au-delà même de ces images dramatiques. Donc, j'ose croire, je connais bien le ministre René Sadi, je le connais bien. Je sais qu'il le dit avec conviction, mais je sais qu'il est impuissant. Je sais qu'il aurait même dû se taire. Mais je sais qu'il a seulement décidé de faire quelque chose parce qu'il y avait un ramdam. Donc, ce qu'il a dit, ça ne peut pas nous réconforter. Ça ne peut pas nous réconforter, ça ne peut même pas nous rassurer. Ça veut dire que, vous voyez, la légèreté du communiqué. Avec un tel retard, est-ce qu'il faut d'abord que des leaders d'opinion, que des images circulent pour qu'on puisse communiquer? Ça veut dire qu'il y a une chose. C'est une question sensible. Le gouvernement oui, ne peut justement. pas communiquer sur ces stratégies qui sont en cours, certainement, pour retrouver l'autorité administrative. Je ne doute pas un instant que nous avons encore des gens dans les services secrets. Ils ne sont pas tous mouillés. Ils ne sont pas tous pourris, entre guillemets. Il y a encore des gens qui sont conscients de l'importance que représente un État. Et je ne doute pas un seul instant que des choses sont en œuvre pour négocier en silence. Peut-être la force de notre diplomatie, va-t-on me dire, c'est ce silence. Mais à un certain niveau, lorsque on se retrouve dans des situations où des images comme celle-là nous parviennent au public, ça veut dire que le gouvernement, pour l'heure, a échoué. Parce que s'il y a vraiment négociation, c'est parce que en fait, on connaît un peu le fonctionnement de la mafia, on connaît un peu le fonctionnement de ces pirates, de ces ambabons et toute cette galaxie de criminels. Effectivement, lorsqu'ils sortent comme ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Ça veut dire que la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'ils croient avoir comme butin. Parce qu'un sous-préfet, dans un pays normal, pas l'image, pas le symbole. Le représentant du chef. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans la localité, a été kidnappé. Mais vous ne vous imaginez pas cela. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce gouvernement, dans cette lutte des clans, on va arriver à ce niveau-là, voilà les résultats palpables. Les gens ne sont pas occupés à défendre les idéaux, l'éthique républicaine. Les gens sont occupés à la survie de leur place. Et les sources médiatiques, docteur, ont laissé entendre, reprises d'ailleurs ces sources-là par quelques leaders d'opinion, que l'épouse du sous-préfet a été baladée dans des bureaux à Yaoundé, Premier ministère, Minat et autres. Ce qui lui a été dit, c'est... On lui a dit de prier. Non, elle a témoigné. Elle a témoigné à Canal 2. Elle a expliqué ce qui se passe. Et on comprend jusqu'où... Ça fait pitié. Ouais, ça fait pitié. Ils font même pitié au gouvernement. Ça fait pitié parce que les gens
je vous ai dit tout à l'heure, le ministre Sadi, je ne vais pas dire beaucoup de choses, lui-même il est dépassé. Il est dépassé, pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce que le fond du problème, c'est que on est dans une situation où le président de la République ne contrôle plus le pouvoir comme levier pour le développement, comme levier pour la sécurité, comme levier. Maintenant, tout le pouvoir est orienté dans l'establishment qui veut tout contrôler pour ses prébendes, pour sécuriser un pouvoir qui fuit, et un pouvoir vieillissant, et un pouvoir qui va partir, quelque chose qu'ils vont faire. À côté de ce contexte... Je voulais quand même dire quelque chose par rapport aux opinions des leaders politiques. Vous savez mon sentiment, est-ce que quand j'ai entendu toutes ces sorties-là, notamment le président du MRC, moi je trouve quand même que ça c'est maladroit. Parce que nous sommes dans une situation, excusez-moi, je vous donne mon sentiment, nous sommes dans un deuil, entre guillemets. Et il a mal pleuré au président du MRC. Non, c'est maladroit parce que lorsqu'il sort comme ça, c'est comme si ce qui l'intéresse, ce n'est pas un leader d'opinion, mais un leader politique, à mon avis. Si vous m'excusez cette terminologie, un leader d'opinion, un leader politique de son envergure, quels que soient les rapports qu'il avait avec le gouvernement, il doit se rapprocher du gouvernement. Et non pas condamner du coup le gouvernement parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et nous devons faire union pour qu'on se concentre, on se concerte et qu'on essaie de travailler ensemble. Union sacrée, on ne sait pas le moment. Une réponse directe, même si j'aime Biya, même contre si... l'ennemi. Oui, contre... Donc on n'a pas besoin maintenant de sortir des Biya, le gouvernement, non. On doit s'entendre. Il a qualifié le silence de M. Biya de silence mortuaire. Oui, ça ce n'est pas le moment. Je vous dis, c'est pas le moment. Et c'est ça, cette maladresse-là, qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'on leur dise des choses qu'on pense. Avant, on va dire non, retournement de veste, machin. Non, en cette période, lorsqu'on voit ce genre de crimes, lorsqu'on voit un sous-préfet comme ça, ce n'est pas au gouvernement qu'on doit s'en prendre. Il va de la responsabilité de tout un Cameroun. Oui, c'est nous tous qui ne devons non pas pleurer, parce qu'il y en a qui font les pleurs de crocodile là, mais qui doivent s'organiser pour s'enquérir de la situation et voir en quoi ils peuvent être utiles. Pas seulement maintenant dénoncer. Ça choque, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça, c'est la récupération politique qui est maladroite. Ou quand nous sommes déplorés. À mon avis, c'est tout à fait maladroit. Sans dire que c'est le gouvernement qui a raison, mais ce n'est pas question de raison ou tort. Non, là, nous sommes en deuil. Nous sommes dans une situation tragique. On doit tous mettre la main avec le gouvernement, ensemble, pour qu'on trouve une solution. Il faut être logique, il faut être lucide. C'est bien dit, et c'est logique, hein, monsieur le philosophe. Il y a aussi un autre contexte, celui des fêtes de fin d'année qui se préparent. Certainement, vous mangez bien, vous n'avez pas les problèmes des autres Camerounais. Docteur Frédolin Kay, parce que cette semaine, M. Luc Maglouamba Gatangana, ministre du Commerce, a multiplié des concertations avec les acteurs des différentes filières, poissons, riz et autres. Et ce qu'on retient là, c'est qu'il rassure, il n'y aura ni pénurie ni flambée des prix pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est rassurant? C'est la même chanson, le refrain revient chaque fête de fin d'année au Cameroun, et après les fêtes de fin d'année, bienvenue la misère. Il y a beaucoup de ministres qui sont des transfuges du néocolonialisme. Je m'explique. Il en fait partie. Je m'explique. Vous savez, il y a des gens qui sont dans ce gouvernement-là, qui sont au service, non pas de nos intérêts, mais des intérêts des mafias, des multinationales, qui se fichent de savoir ce que le Camerounais mange ou ne mange pas. Moi, je veux dire à mon niveau personnel, c'est que la force de celui qu'on appelle penseur, philosophe, tout ce que vous voulez, écrivain, en vrai, c'est de se purger. Vous nourrissez de la sagesse. De se purger, ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire que d'être capable de résister à la faim, de résister à la convoitise, de résister à toutes les positions, à toutes les postures, à toutes les passions qui peuvent dérouter un être humain qui doit être un exercice de la raison en permanence. Donc, qui est pénible ou pas, non seulement, c'est pas ma je n'aime pas trop les affaires de nourriture, mais bon, c'est question de trop d'argent là, donc c'est pas ça, c'est un choix. Donc, même les gens qui sont autour de moi, ma femme, on va en parler peut-être après, ils savent que moi je suis pas un mangeur, donc je sais pas ma préoccupation, j'ai d'autres petites lubies après. Mais pour revenir au ministre du Commerce, ils font du cinéma, parce que lorsque une multinationale comme les brasseries, je prends un exemple, se permet d'imposer des prix. Et que le ministre vienne là, non, c'est que ce n'est pas ça, on va donner des prix. Non,
Je vais vous dire, ces gens-là, ils viennent ici, ils ont leurs laquais locaux, et ils arrivent à la présidence, on leur dit, on dit au président, on dit aux autres que ce monsieur Castel et tout ce que vous voulez là, les gars des brasseries là. Il prend un exemple simple pour dire que tout ce que vous voyez là, le cinéma avec le ministre du Commerce là, c'est pour gérer ses intérêts dans la mafia. Donc, les gars, ils arrivent ici, on leur dit, le redressement fiscal, 100 millions, 100 milliards, 200 milliards. Les gars prennent les jets privés ici, ils arrivent, ils entrent à la présidence, et ils ressortent de là, ils viennent narguer les collecteurs des impôts, et on leur dit, bon, allez, ils payent même 20 milliards, 40 milliards, c'est bon. Et c'est comme ça que ces pays fonctionnent. J'assume ce que je suis en train de dire là. Et c'est comme ça. Donc, les gens comme Luc Margloire, oui, c'est les mêmes gens. Bon, pas Margambois, parce qu'ils confondent un peu là. Pas les mêmes gens. C'est des gens différents. C'est effectivement, c'est un monsieur qui est installé là, nommé là, pas pour un ministre qui se contente de faire des petits marchés périodiques. Il est là, l'immeuble rose, il met un peu un petit tente là. Vous voyez le niveau où on ramène les gens, ils ne peuvent pas impulser une dynamique où effectivement on fait en concertation avec les autres ministères. Le gouvernement en général. Pour l'impôt substitution. Non, ça c'est les mots. C'est les mots. C'est aussi une façon de trahir nos intérêts nationaux. Ça ne va pas marcher, vos histoires-là. L'intérêt substitution. Tout ça, c'est pour justement sécuriser les multinationales, les intérêts des multinationales. Ces gens, si ce pays est gouverné normalement, tous ces gens sont des prisonniers. Parce qu'ils ont trahi l'esprit. Quand on parle de l'éthique républicaine, c'est cela. C'est-à-dire que mettre en avant l'intérêt général au-delà de toute autre considération. D'accord. Merci, Dr Fridolin K. Vous avez justement anticipé ce dont on parlera pendant les 1 heure de temps qui arrive tout à l'heure de face à face. Ce sera l'éthique républicaine qui a besoin d'être restaurée dans un contexte de préparation des élections de 2025, notamment la présidentielle. Et quelle est la fonction de la philosophie dans notre temps aujourd'hui? C'est le sujet du jour. Transition. On se retrouve derrière. À bâton rompu, état des lieux. Alors, docteur, je voudrais qu'on commence tout de suite par savoir, surtout les auditeurs à la maison, est-ce que le philosophe que vous êtes s'intéresse à la politique? Je ne sais pas si je suis philosophe. Bon, si vous considérez que je suis philosophe, je vais dire que je suis... Vous vous êtes toujours présenté comme philosophe. Vous êtes un intellectuel diplômé en philosophie. On m'a dit comme ça, donc j'assume ce qu'on m'a dit. Donc, est-ce que vous vous intéressez à la politique ou alors vous faites de la philosophie politique? En fait, j'ai étudié la philosophie politique à l'université, j'ai étudié l'esthétique à l'université. Je me suis exercé aussi sur le champ politique parce que aux dernières élections législatives municipales, j'ai été candidat à la mairie de Bala et j'étais tête de liste. J'ai été opposé à la liste du maire actuel et bien évidemment j'avais gagné les élections, mais malheureusement les fraudes massives et les menaces et la terreur qu'on fait régner. Votre liste a au moins été validée? Oui, la liste a été validée. Et on a pour le compte de... On a eu près de 40% officiellement pour le compte du PURS. Donc j'ai eu... Serge Espoir Matomba. Oui. Et mais sans avoir milité? Non, non, on a fait une sorte de coalition sur place et on a choisi un parti. Vous êtes militant d'un parti? Non, 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 je ne suis pas militant d'un parti. D'accord. J'ai milité effectivement dans un parti. J'ai accompagné des grands frères comme Olangena, comme Noayodo, comme... celui qui j'avais une mission à la présidence dans Soumet. Je les ai accompagnés souvent comme un jeune étudiant dans les meetings, j'organisais un peu, mais je n'ai véritablement pas milité en tant que... Donc vous avez essayé un peu, en faisant un peu de politique en 2020? En 2020, donc, la première fois j'étais donc candidat aux élections municipales, la liste que je conduisais a affronté la liste du maire et bien évidemment j'ai eu un score officiel de beaucoup de choses, près de 40%. Mais en fait, ils savent que dans les normes, j'avais gagné et ils ont vraiment volé par la force et par l'instrumentalisation de la garde présidentielle qui a bourré les urnes
Et je me suis plaint. Vous dites que la GAP... Oui, les gars, la GAP, président de Bala, ils ont bourré les urnes grave. Je me suis plaint officiellement. Quel rôle non, à cette élection? En fait, ils votaient. Oui, ils votent, non, vous avez savez qu'ils votent. Donc, ils avaient un système là-bas, ils ont bourré les urnes, il n'y avait même pas moyen de contrôler. À un moment, ils ont il y avait un bureau de vote dans les casernes. Il y avait plein de bureaux de vote là-bas et vous allez voir seulement leur vote a été à 100%. Ils menaçaient même les scrutateurs. Ça a été compliqué et j'ai dû même me plaindre. Bon, ça n'a rien donné. Et bon, à la fin, je me suis déporté à la Cour suprême, au tribunal administratif, ainsi de suite, par le contentieux électoral. Donc, bref, ça a été un peu très dur. Mais ça a fait en sorte que je comprenne le mécanisme, le système de fraude électorale qui est institué par le RDPC et ce n'est que partie remise, j'espère. Vous allez repartir en politique? On ne sait pas encore. J'ai réfléchi à tout ça et on verra. Et l'essentiel est que on ne fait pas la politique maintenant. Soit on mendie, soit on se fait liquider. Il n'y a pas de politique sous le règne des billets actuellement. Et c'est quelque chose de grave parce que bon, c'est vrai qu'à un moment, on peut reprocher par exemple au président du MLC d'avoir refusé d'aller aux élections. Mais par certains aspects, il a raison parce que lorsqu'on voit ce qui se passe sur le terrain, lorsqu'on voit l'engouement, la détermination de ces élites pouvoiristes à tuer toute forme de contestation, on se dit quand même que actuellement là, on a encore du chemin. Alors, la démocratie, ce n'est pas pour nous. Alors, est-ce que vous vous intéressez aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 en posture de philosophe? Est-ce que ça vous intéresse puisque vous n'êtes pas candidat déclaré à l'élection présidentielle? Est-ce que vous êtes prêt à accompagner un candidat? Est-ce que vous avez la tête à l'élection présidentielle qui se prépare? Je songe de ça, véritablement. Je songe de ça. Mais vous jouez quel rôle? Je ne sais pas encore. Je réfléchis sérieusement. Directeur de campagne? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas encore me décider. Mais ce que je sais, c'est qu'on doit jouer un rôle. Nous sommes dans un tournant. Nous sommes dans un tournant. Notre rôle, c'est de montrer la forme matérielle de la conscience humaine. À travers donc les plus radicales expressions de la prise de conscience. Et ce gros discours, c'est pour dire qu'en fait, nous avons la responsabilité non seulement de conseiller les princes, comme c'est le cas, à ne pas se représenter, à trouver un bâton de vieillesse. Vous savez, le président de la République a dit dans une interview, c'est la première préoccupation par rapport à 2025, lui dit il a dit dans une de ses interviews dans les années 80 que pour lui, une république qui fonctionne bien n'a pas besoin, l'idée de dauphin ne fait pas sens. Et il dit que c'est une démocratie parfaite, ce n'est pas l'oligarchie n'existe pas dans une république qui marche bien. Il dit qu'il marche bien, mais notre république ne marche pas bien. Et nous avons des républiques tropicales. Et il y a des réalités du pouvoir qui sont au-delà de ces petites théories qu'on apprend à l'ENA de Paris, dans leur monde là. Mais il y a une réalité. Lorsque tu décides de ne pas penser à une alternative à toi, lorsqu'en tant que leader politique, lorsqu'en tant qu'acteur dans toutes les formes de gouvernement, lorsque tu décides de ne pas laisser quelqu'un, lorsque tu décides de ne pas préparer quelqu'un, lorsque tu décides de faire de toi-même le visage et l'esprit de l'État, lorsque tu rétrécis l'avenir d'un peuple à ta petite personne, lorsque tu renonces à penser que tu n'es qu'une marche de l'escalier de l'histoire d'un peuple, alors il y a un problème. Le prétexte de dire que non, ce n'est pas l'oligarchie, voilà, nous en sommes à un niveau où au lieu de préparer les gens, il a créé des démons, des petits démons qui se faufilent dans l'appareil de l'État pour tuer toute possibilité de développement. Nous sommes dans une situation où le président a fabriqué des petits monstres qui, là maintenant, les petits monstres ne se sont pas fait fabriquer eux-mêmes. Non, ils ont été fabriqués par le président, c'est ce que vous dites. Non, en fait, comme il avait dit aussi avec Tchidje, il suffit qu'il fasse je peigne de la tête, je ne sais plus. C'est lui qui est le créateur. Et Famille Noire a bien pensé à ça. Ils sont des créatures d'un monsieur qui ne voit d'autre alternative dans sa vie
que de demeurer au pouvoir. Vous savez, foncièrement, je le pense, et c'est la pensée philosophique qui s'exprime ainsi. Je pense que l'esprit dans lequel le président actuel gouverne, dirige, c'est de s'assurer, comme il le dit, d'être l'être primordial, le démocrate primordial dans son esprit, et peut-être même dans son subconscient, à qui l'État ne va pas survivre. Nous sommes là dans les périodes les plus sombres de notre pays, où, et on est toujours dans la logique des présidentielles, où quelqu'un s'identifie à son pays. Et il pense que, à moins qu'il se ravise, il pense que il doit mourir au pouvoir, qu'advienne ce que pourra. En fait, j'espère que je me trompe, mais si ce n'est pas le cas, si je ne me trompe pas, ça veut dire que notre rôle là, c'est s'assurer de nous contraindre par la critique à abdiquer, entre guillemets, et ou à comprendre que non, sa fonction actuelle, c'est de donner, de faire respirer ce peuple, ce pays qui étouffe. Alors, nous avons décidé de comment encore d'aborder avec nos auditeurs la question du respect ou de la restauration de l'éthique républicaine. D'abord, Dr Fridolin-Ke, pour situer nos auditeurs, à quoi renvoie ce concept d'éthique républicaine? Quelle peut être sa définition exacte? Sans rentrer dans les terminologies techniques, bon, en fait, c'est comme la science de la morale, l'éthique. Mais l'éthique ici, elle est orientée vers la pensée du comportement. Je le dis vraiment pour que les auditeurs comprennent la pensée du comportement. Quel est l'agir qui coïncide, qui peut faire coïncider nos intérêts les plus vitaux et la vision que nous avons de notre avenir. Et comment préserver ça dans le critique paix, travail, patrie, qui est notre état, qui est notre devise. C'est-à-dire que comment régler notre comportement, notre esprit, notre pensée, à travailler, à faire prévaloir les normes. Et quand on parle de normes, c'est tout ce qui a rapport avec le droit, ce qui a rapport avec le bon, ce qui a rapport avec la loi, ce qui a rapport avec le bien, ce qui a rapport avec tout ce qui a valeur de valeur. Ainsi le dit ainsi. Donc, notre rôle social, notre rôle politique, notre rôle familial, c'est de rebâtir notre vécu. L'esprit républicain, l'éthique républicaine, c'est l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble de ces comportements, l'ensemble de ces visions que nous avons de ce que nous avons à faire et quel est pour penser un État qui revienne aux fondamentaux de ce que fait un État, de ce que doit être un État. Alors, quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui du respect de cette éthique républicaine au Cameroun? À partir de la famille, l'école, le service public, l'économie, souvent que tout est pourri. L'économie, les casernes, on voit bien ce vide, cette légèreté, cet abandon de soi, qui fait que, en fait, le bateau coule. Le bateau coule, un grand maître, pour ce moment, il disait que l'écart a été écarté, la norme est écartée et on a instauré donc... on a normalisé l'écart. Donc, au-delà de cela, on a banalisé l'indignité. La banalisation de l'indignité, la banalisation du crime, l'institution de la corruption à ce niveau, corruption morale, corruption économique, corruption politique. On est à un niveau où le mal mousse. Et notre rôle, c'est de faire tomber la température, la fièvre de l'immoralité. Comment faire tomber la fièvre de l'immoralité au cœur d'un système qui en décrépitude avancée, en putréfaction avancée? Notre rôle, c'est ramener d'abord à la priorité que la famille. Qu'on comprenne même le concept, quel est notre concept de famille?
Parce que tout part de là, avant d'arriver même à l'école. Quel est le concept que nous avons de la famille? Quel est l'esprit que nous avons de la famille? Lorsque la famille, prends cet exemple, lorsque la famille, dans notre perception, c'est ma fille, il faut que je fasse tout, je dois me sacrifier pour ma fille, je dois me sacrifier pour mon fils, je vais tout faire. C'est pourquoi ils sont là. Dans les écoles, ce n'est que leur fils. À l'ENAM, c'est la fabrique, la reproduction sociale. Ils ne se soucient pas que, comme vous avez vu le scandale avec le concours d'agrégation, voilà, parce qu'on doit sauvegarder l'intérêt de la famille. Une fausse famille, parce que la famille africaine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que c'est mon fils, on n'est pas cramponné. La famille, c'est même l'esprit de la République. Ça dit quoi? Ça dit que, comme on savait que si vraiment l'enfant au village, c'est l'enfant de tout le monde, il faut que nous puissions nous reconnecter avec ces valeurs-là. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger nos enfants, mais non, laissons que la République donne les chances à tous les enfants. Vous ne pouvez pas apprivoiser, vous ne pouvez pas privatiser. La République appartient à tous ces enfants. Vous ne pouvez pas privatiser les concours partout parce que vous voulez justifier que non, ma famille, comme tout le monde réfléchit déjà, non, il faut qu'on revienne à la norme. La norme, c'est que tous les enfants doivent avoir la chance. Et la deuxième chose, l'esprit de famille. Parce que le parasitisme est quelque chose de grave dans nos familles. Les gens sont là, non, notre oncle, non, vraiment, il ne nous a rien fait. Nous autres, là, on a été les gardiens de nuit. On a été des éboueurs. On a été des cahiers de 20 balles en pleine capitale lorsqu'on arrive en première année à l'université. Mais les gens restent dans le parasitisme. Ils pensent, et c'est cet esprit de famille qui doit aussi quitter la famille. Il faut que les enfants se battent, que les enfants se sacrifient. Au lieu de rester là, cramponné devant l'écran, oh Manchester United, oh machin. Voilà l'esprit de la famille. Mais docteur, où est-ce que nous avons trébuché oui. Avec cet état de lieu, ce tableau noir que vous êtes en train de peindre? Les causes du non-respect de l'éthique républicaine sont situées à quel niveau? Ça se situe dans les années 80. Ça se situe même à la prise de pouvoir du président. Ce monsieur, de ma lecture, n'était pas prêt à gouverner. Ah bon? Oui. Peut-être qu'il ne voulait même pas gouverner. On lui a donné une affaire. Déjà dans la haute il a été moulé comme ça, mais au fond de lui, mon sentiment est que quand on voit comment il a gouverné, 42 ans, quand on voit fondamentalement comment Biya a gouverné, on comprend que il n'était pas fait pour être notre président. C'est ma lecture, j'ai le droit de le penser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bâtisseur. Un pays neuf comme le nôtre, nous avons besoin d'un bâtisseur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est plus préoccupé par l'image qu'il représente, pas de ce que les générations prochaines vont garder de lui. Il a été celui qui a amené la démocratie et puis quoi. Soi-même dictateur, les enfants que le pays se développe. On comprend donc que tu n'as pas l'étouffe. Mais le monde très développé, non? Alors, si vous voyez le développement, ça veut dire que vous n'avez pas. Vous savez pas ce qu'on appelle un État, un pays. Il faut aller au petit Rwanda là à côté. Je ne veux pas parler de partout au Canada, partout en Belgique, machin. On va vous dire que non, c'est là-bas, machin. Non, mon cher ami. Lorsqu'on a ces ressources, lorsqu'on a. C'est ça, c'est ce contentement. On se contente de si peu. Ça, la cause du non-respect de l'éthique républicaine, c'est M. Paul Biya. Oui, laissez-moi que je développe. C'est très important. Tout part de là. Et lorsqu'on a donc ce président avec cet esprit qui se contente de si peu. Lorsque en 84, il y a coup d'État. C'est là où tout bascule. Tentative de coup d'État. Bon, c'est le coup d'État. On ne sait pas si c'est tentative ou pas, on ne sait pas si c'est un coup d'État. Bon, tentative ou coup d'État, c'est un coup d'État. Bon, bref. Lorsque les militaires prennent le pouvoir, ils donnent encore cadeau à Biya. C'est l'histoire, hein. Vous comprenez, il faut que les auditeurs comprennent. Que Biya avait dit que je ne suis même plus dans votre affaire là. On a dit, prends, si tu ne prends pas, on te tue. Je vous dis l'histoire. Et là, il y a eu une inversion des valeurs. Pourquoi? Parce qu'il a donné tous les pleins pouvoirs à l'armée. Je vous dis que dans ce pays, si un général te tue maintenant, on ne peut pas le poursuivre. Vous savez pourquoi? Non. Je le dis en exclusivité ici. Parce que pour poursuivre un général, il faut qu'il y ait un juge qui soit général. Et là-bas, le tribunal militaire n'a pas de juge généraux. Donc si quelqu'un te tue là, un général te tue là.
Donc il vient chercher comme j'ai vu les petites femmes là qui va cravater la mort. C'est que tu cravates la mort. Parce que si tu es tué là, tu es fini. Par exemple, on ne le voit pas pour le juger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont immunisés. Ça veut dire qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent rentrer en jeu. C'est juste pour dire qu'à partir de là, tout a été inversé. On a donc choisi, le système BIA a donc choisi de paupériser et d'inverser les valeurs. C'est là où tu entends déjà que non. Les gens commencent à voler. Et les gens qui ont fait le coup d'état ont dit la banque d'Abia veut faire tout pour se remplir les poches plus tôt, comme si vous allez partir. Ça, je prends les termes des mutants. Moi, je fais l'analyse. Je ne veux pas savoir s'ils avaient raison ou pas. Mais quand on voit le niveau de prévarication, de vol en bande qui s'est organisé à partir des années 80, au vu aussi de tout le monde, on lui dit, président, il vole comme des souris. On lui dit, moi, je n'ai pas de pauvres. Et c'est quand tout est déjà pourri qu'on se retrouve. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a une inversion des valeurs. Les enseignants, tout ce qui fait la valeur d'un pays est inversé. Maintenant, on vous dit que on parle de chef. Le chef, maintenant, c'est l'armée. Le chef, maintenant, c'est les collecteurs d'impôts. Et on crée un cycle de recrutement de leurs enfants pour se pérenniser au pouvoir. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les fonctions publiques, dans la fonction publique, vous savez qu'il y a eu des dégraissage, il y a eu beaucoup de la réduction des salaires. Les gens, parfois, les professeurs de lycée qui avaient peut-être 700 000, se retrouvent parfois avec 200 000, 170 000. Donc il y a eu un chamboulement total. Entre-temps, on a maintenu les privilèges de certaines forces. Pourquoi? Parce que il fallait s'appuyer sur ces forces-là pour diviser le peuple et favoriser un camp. Cette désunion, l'inversion des valeurs se produit aussi. Pourquoi? Parce que dans les concours, tout ce que vous voyez là, c'est les enfants de tel, c'est les enfants de tel, ou bien la corruption, il faut acheter les places. Je vais vous dire un exemple. Dans ma famille, tout le monde parlait vérifier. Hein. J'ai un oncle, le petit frère de mon père, même père, même mère. Il a fait entrer un jour à l'ENAM son fils, ses 2 filles, son beau-fils, 4, un seul jour. Même concours. Même concours. Pas qu'il a fait l'année suivante. Voilà donc l'esprit. Et vous parlez de votre oncle? Même père, même mère. Mon petit frère et mon père. Donc les gens peuvent vérifier de qui je parle. Donc, je ne vais pas les citer ici. Parce qu'ils sont quand même mes frères, mes cousins. Donc, c'est pas, je ne suis pas jaloux. Mais je vous dis comment. Et les gens peuvent vérifier qui était directeur de l'ENAM à cette époque-là. Je parle des années. Je ne veux pas parler. Monsieur Mendjana? Non, je ne parle pas. C'est pas lui. Donc, on voit bien. on voit bien. Et vous voyez la gravité de la chose. Ce n'est pas Mendjana. Je n'ai pas envie de parler. Vérifier dans les années là. Hein? Bon, on vous a compris. Voilà. Donc, vous voyez l'inversion. Maintenant, c'est les NAM. Des gens qui sont formés pour maintenir l'esprit colonial qui ont donc le dessous. Et vous allez voir l'exemple. On supprime les bourses à l'école normale. On institue on maintient la bourse à l'ENAM. Voilà les choses simples, comment le pays a été gâté. On supprime les bourses partout. Mais il y a la prime de l'excellence. Mais ça, c'est académique. Ça, c'est les choses de famille, donc le cinéma qu'ils font là-bas. Je ne parle pas de ça, je ne suis pas venu parler de ça. Parce que, bon, pour le moment, là, je suis un peu en paix avec eux. Donc, jusqu'à ce qu'ils m'amènent mon dossier qui est perdu dans les arcanes de je ne sais pas d'où. Donc, c'est ça l'esprit de prévarication, cette affaire-là, que les primes. Vous voyez, on dit que les professeurs d'université, ils ont une prime de modernisation. Aucun esprit de promouvoir la recherche au sens propre. Et ce qui tue le pays, c'est ça. L'inversion des valeurs. Le BIA n'a pas industrialisé. La troisième chose, BIA n'a pas industrialisé le pays. Il a fait 42 ans. Toutes ces usines qu'il a voulu créer, après avoir tué toutes les usines qu'il a trouvées. Regardez, les moteurs à tracteurs, les usines de tracteurs, les boulevards, c'est dans la broussaille. Tout est dans la broussaille. Quel est ce président? Quel est ce pays? Il laisse quoi à la postérité? C'est des questions fondamentales. Et vous savez, l'endettement dans lequel on se retrouve. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le gouvernement l'implémente. Justement. Vous devez parler du gouvernement, des membres du gouvernement, mais pas de Paul Biya. Vous connaissez le fonctionnement de ce pays? Non, c'est vous qui pouvez. Si Biya n'est pas là, si Biya ne dit rien, si Biya ne fait rien. Donc les même ministres si Biya gouvernent parce que Biya dit. Oui, ils n'ont aucune initiative, ils ne peuvent même rien. C'est des gens qui sont des répétiteurs.
Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Parce qu'un pays normal, il faut être ministre, il y a un suivi, un CV. Vous savez, tous ces gens-là qui viennent d'où? Il n'y a pas une traçabilité de carrière pour savoir que non. Parce que dans les pays, on imagine un peu comment les gens fonctionnent, comment le fonctionnement d'un pays. Mais ici, la cooptation se fait sur la base de ce copinage parfois mystique, de ces accointances tribales. Et ça ne peut pas développer un pays. Et comment restaurer cette éthique républicaine aujourd'hui? Tout n'est pas perdu, docteur Fridolin-K. La gouvernance pose problème. Vous dites que le problème c'est M. Biya lui-même en 42 ans de pouvoir. Et même cette longévité, c'est un problème d'éthique républicaine, me direz-vous. Mais comment on restaure donc le respect de l'éthique républicaine au Cameroun? Je vous ai parlé des principaux leviers, des principaux points à partir desquels on doit impulser. Il y a parlé de la famille. La deuxième institution à réformer dans ce pays, c'est l'école. Nous avons les écoles du Moyen-Âge, à travers les contenus pédagogiques, à travers les curricula dans les universités. Toutes ces choses doivent être réformées. On ne peut pas développer notre pays. On ne peut pas aspirer à une république. On ne peut pas avoir des comportements dignes des citoyens si notre école n'est pas révolutionnée. Si notre université n'est pas réformée de fond en comble. Vous savez, depuis 42 ans que le président a pris le pouvoir, le président Aïdjo avait laissé ce qu'on appelle le Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Et c'est l'outil à partir duquel on peut développer un pays. Parce que si l'université est dans cet état de délabrement, vous savez, nous n'avons pas des universités. Mais l'université est réformée, docteur. Si la réforme de 93 au système LMD, et il y a une nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui fait des universités entreprises. Vous ne direz pas que l'université est dans un état de délabrement. Tout ça, c'est la manipulation pour ne pas faire ce qu'il doit faire. Il avait raison, là d'être hors sujet. C'est-à-dire que, je vous dis, je suis expert, j'ai été expert désigné par le ministère français des Affaires étrangères pour la diplomation, pour un ensemble de travaux. Je les ai fait. J'ai été recruté donc comme expert dans ces questions-là. Vous pouvez vérifier ce que j'ai produit même est d'abord enseigné dans la francophonie dans leur circuit universitaire. Vous pouvez mettre seulement quelques études contextuelles, ainsi de suite, francophonie vont vous montrer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut développer un pays. L'université ne fonctionne pas comme ça, avec les curricula que nous avons, allemand, français, des choses de la préhistoire. Il faut une réforme de fond des curricula. On le dit et ils le savent. Mais ils font ce qui les arrange, parce que vous savez pourquoi? On ne veut pas les universités développées. On ne veut pas les Camerounais libres. On ne veut pas des citoyens qui peuvent faire obstacle au développement, au déploiement des hommes politiques. Ils entretiennent sciemment une université moyenâgeuse, une école préhistorique, pour que le développement ne suive pas. Et notre rôle, c'est leur rappeler que l'outil, l'instrument qu'on appelle le Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique ne s'est jamais tenu depuis que Biya est pris au pouvoir. Sans ça, on ne peut pas avoir une explanation. Vous entendez là, l'université entreprise, ça c'est des pipeaux. C'est pas comme ça. On a vu comment ça fonctionne ailleurs. Nous avons fait des propositions concrètes lorsque nous arrivons. Non, c'est pas ça qui les préoccupe. Lorsque un pouvoir est vieillissant, lorsque un pouvoir comme celui que nous avons ici actuellement dans notre pays est dans une logique de pérennisation, d'éternisation au pouvoir, il utilise la force, la brutalité, ça devient un état policier. L'outil qu'il utilise, c'est tuer l'école pour qu'on puisse avoir des gens complètement... Comme vous voyez les jeunes maintenant là, vous voyez, c'est la troisième chose. La troisième chose à quoi il recourt, c'est détruire la morale publique. Vous voyez, partout il y a des débits de boissons. Partout il y a des débits de boissons. Partout il y a des églises. Partout on fume la drogue. Au vu au sud tout le monde. Mais les policiers sont là, occupés seulement à racketter. Les gendarmes sont occupés. Ils fument parfois. Mais vous voyez jusqu'au... C'est laissé sciemment en fait. Il faut que le pays, le peuple soit sous.
Il faut que le pays soit en joie dans le sport, dans le foot. Et il soit dans le jouissif. Parce que c'est les jouisseurs. Ce qui nous gouverne. C'est les jouisseurs. Et l'un des indices aujourd'hui du non-respect de l'éthique républicaine, pourrait-on dire, c'est le contexte actuel marqué par la guerre des clans, la lutte de pouvoir, dans la perspective des échéances électorales de 2025. Au-delà. Tout le monde veut remplacer Paul Biya. En termes d'urgence aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce plan-là? Je vais, pour vous répondre, hein, je vais rappeler les mots. Et ça, je m'adresse au chef de l'État parce que tout ça, c'est lui. Il y a un penseur allemand qu'on appelle Friedrich Nietzsche, qui avait écrit un livre, Zarathustra. Il y a une phrase là, je le relisais encore cet après-midi lorsque je préparais cette émission-là. Il avait dit, il y a Zarathustra quelque part, un messager, un grand messager lui parle. Il dit, qu'importe ta personne, Zarathustra, dis la parole que tu portes en toi, puis brise-toi. Qu'importe. Ce message s'adresse à Paul Biya. Qu'importe ta personne, dis la parole que tu portes en toi et brise-toi. Parce que ce que nous voulons retenir de lui, le président de la République, ce n'est pas que c'est lui qui nous a apporté la démocratie. Non. C'est celui qui, à l'ultime moment, lorsque le temps devient sombre, lorsque l'heure sonne, qu'il puisse prendre sur lui. Il doit briser le silence. De se briser. Se briser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce à quoi il tient n'est rien par rapport à la grandeur de ce pays, par rapport à l'avenir de cette nation. Il n'est rien. S'il refuse d'être la marche d'escalier de notre histoire éternelle, il va en assumer les responsabilités jusqu'à sa énième génération. Et c'est ça, tout gain des clans ou pas. Et j'ai dit au président de la République, il te reste quelques heures. Alors, le message que vous voulez entendre, vous êtes l'éclaireur en tant que philosophe. Oui. Vous êtes là pour éclairer et aider le président de la République. Le message que vous voulez entendre de Paul Biya, c'est lequel dans le contexte actuel? Je renonce à mes fonctions. Je désigne tel pour la suite. J'ai fait ce que j'ai à faire, je vais me reposer. Parce que vous ne pouvez pas, monsieur le président de la République, oui, notre rôle social, c'est de sonner le clairon. Poète, penseur, intellectuel, sonner le clairon. Sonner, sonner, sonner. Et on sonne quoi? Le clairon, ça dit quoi? C'est l'interpellation. Vous vous baladez là avec l'escorte. Vous devenez insensible à ce que nous pensons et ce que nous vivons. Vous êtes dans le confort, dans l'aveuglement. Ça me rappelle les derniers jours de Mugabe où il décide qu'il donne le pouvoir à sa femme. Écoutez-moi bien. Hein. J'espère que le président aura quand même la lucidité de ne pas faire comme Mugabe. De ne pas faire comme Mugabe. Mais il a été souvent dit qu'il est un homme sage. Et j'espère bien qu'il va garder cela. Mais ce que je dois dire, c'est quoi? Lorsque on voit un pays qui se retrouve dans un tel engrenage de crise au nord-ouest, guerre au nord-ouest, sud-ouest, corruption généralisée, guerre entre les généraux et les colonels. Vous voyez ce qui se passe avec le contre-amiral Fouda? Vous vous imaginez dans un pays où des gens, on utilise un faux contre-amiral Fouda et le Mbappé lui dit qu'il n'y a pas de contre-amiral, c'est le contre-amiral himself. Et vous vous retrouvez comme ça avec des gens qui sont autour du chef de l'État, qui sont impliqués dans les vols, l'escroquerie des milliards. On dit que le général Fouda est un voleur, est un braqueur. Vous vous imaginez ce que ça représente? Mais cette affaire a été gérée en justice. C'est terrible ce qui se passe. Et on vous dit
que ces gens-là ont été tous et ceux qui ont été interpellés, on les a libérés. On les a libérés. Vous imaginez ce qui se passe là-dedans? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça montre le degré. Les tickets républicains ont foutu le camp jusqu'à la présidence de la République. Vous vous imaginez qu'à la présidence, les gens vont désactiver les vidéosurveillances. Il y a même une histoire de cartes bloquées là. Vous vous imaginez ça? Et quand vous voyez ça, et le président est là, silencieux, on dit que non, c'est l'homme lion, le sage. Il veut que ce pays tourne comment? Il veut qu'on devienne quoi? Regarde comme nous sommes la risée de tout le monde entier. Vous arrivez partout, quand on voyage là, vous voyez, on fait pitié. Nous qui étions les gens, un peuple respecté. Et vous vous imaginez ça? Regardez ce qui est passé avec l'affaire Martinez, où on a failli m'assassiner 2 fois. Ils sont en train de me calculer encore. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Même nos enfants vont nous... Même si vous tuez tout le monde, même les enfants de nos enfants vont se venger. On ne peut pas laisser tout un pays dans un tel état de décrépitude pour le contentement d'une seule personne, le président de la République. Lorsque tu capitalises ainsi un tel pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, lorsque les gens qui sont autour de toi peuvent se permettre de foutre les gens en prison sur un crime dont ils savent eux-mêmes qui sont les auteurs, je le dis et j'assume ce que je suis en train de dire. Alors il y a un problème dans ce pays. Et ce problème ne va pas se résoudre simplement parce qu'on va faire un coup d'état ou bien c'est pas quoi. Non, parce que le niveau de pourriture qui existe, même jusqu'à l'armée, ça donne les sueurs froides. Donc, il est temps que le président, d'ailleurs, ce ne serait pas une faveur, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. On sait ce qui va arriver. Alors, pour une catharsis aujourd'hui, ou une véritable cure, Dr Fridolonke, peut-on compter sur les institutions de régulation comme la justice, le CONSUPE, la CONAC? Je ne prends que ces exemples. Quand l'éthique républicaine a foutu le camp, peut-on miser sur la justice, la CONAC, le CONSUPE et les autres institutions pour aider le président Paul Biya? Non. C'est impossible. Monsieur Anava, ces gens qui nous gouvernent sont des cyniques. Des cyniques? C'est ce que ces gens qui nous gouvernent n'ont aucune estime de ce qu'on appelle un citoyen camerounais. Dans leur esprit, ils sont là de corps. C'est pourquoi parfois ils partent. Ils font des mois à l'étranger. Ils ne se préoccupent même pas de vous. Lorsque vous parlez des connards de tout le reste là, vous savez qu'ils ne peuvent pas initier de poursuivre quelqu'un. Ils font les rapports tout le temps sur le président de la République et le président s'assoit sur ça. Ils se pour la diversion. Et c'est terrible ce que je suis en train de vous dire là. Ces gens ne peuvent rien, contrôle, CONSUPE, CONAC, tous ces gens-là, ils sont même dépassés. Parce qu'ils ne peuvent rien, ils sont là seulement pour manger l'argent, justifier le budget. Ils ne sont pas là pour qu'il y ait une efficacité gouvernementale. C'est peut-être dans l'autre régime, lorsque l'autre régime va venir, qu'on peut donc activer cela. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal? C'est que si ces institutions, en fait, la justice doit être réformée. Vous ne pouvez pas avoir le président de la République, président du conseil d'enseignement supérieur, bon, l'enseignement supérieur, président du conseil supérieur de la magistrature, et vous attendez une justice libre. Et donc nous sommes dans la nasse. Biya nous a mis dans la nasse. Biya nous a roulé dans la boue. Biya nous a... Est-ce que ce n'est pas fort, Fridolonke? Vous avez peur. Moi, je vous dis, mon rôle, c'est de dire ce que je vois. Et la pensée philosophique s'élabore dans la contradiction. Et si c'est faux, dites-moi que c'est faux. Je ne vous vois pas un moment indexer les membres du gouvernement. Vous êtes toujours sur... C'est des valets. Moi, il n'existe pas pour moi. Il n'y a pas un ministre. Très bien, avait dit qu'il y a peut-être 1 ou 2 qui sont les ministres. Le reste, là, j'ai mis des gens comme ça. Lui, il assume ce qu'il lui fait. Et moi, je pense ce qu'il dit. Tu vois les ministres, tu vois les gens, les ministres. Le ministre qui prend pas l'initiative, le ministre qui dit qu'il faut même se mettre nu pour chanter pour le bien. Mais ce n'est pas des gens. C'est des clowns.
Le clown, ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas. Clown, c'est que c'est un petit. D'ailleurs, il y a des clowns dedans. Des Tintins. Oui, j'allais dire des teintes. Ouais, merci. Oui, je voulais vraiment terre à terre. Ils font pitié même. Quand tu les vois, toi tu crois que tu souffres. Mais il faut avoir pitié d'eux. Parce ils peuvent même se déshabiller. Là, ils se déshabillent la nuit. Donc ils jouent simplement un rôle. Non, en fait, ils font. J'ai parlé avec un ministre un jour, dans son bureau. Il m'a fait des fausses promesses. Après, il me dit, ce type-là nous perd autant. Il faut quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que le ministre vous dit. Un grand ministre. Pas que... il le justifiait par quoi? Il s'appuyait sur quoi? Biya, vraiment, je ne sais pas, il nous perd autant. Il prend la place de quelqu'un d'autre. Biya occupe déjà la place de quelqu'un d'autre. Donc en fait, sa place que lui devait occuper. Mais vous pouvez prendre ça à la légère. Si ils avaient moyen de le tuer, ils le tuer vite, nous débarrasser de lui. Donc en fait, comprenez que... C'est pour dire qu'il y en a dans son entourage qui ont soif de pouvoir. Sans exception. Mais ils font semblant de danser dans les meetings. Mais ils peuvent même mourir. Ils peuvent faire semblant de mourir et puis il va tomber et dire non, non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez parce qu'ils ont... Mais ces gars-là sont... Ils sont... Quand tu t'imagines que des gens s'organisent pour tuer froidement un journaliste, comme ils ont fait avec Martinez, les gars s'organisent, hein. On va ils le torturent, ils lui en font des choses dans la nuit, ils font des choses terribles. Ils ramassent tout ça, ils vont poser sur la tête des gars. Je dis ça ici à Yaoundé. Je suis à Yaoundé, je suis à la poste centrale. Ils savent que ce que je dis là est vrai. Et après ça, quand je dis que c'est pas ça, ils me persécutent, ils me cherchent partout, mais jusqu'au village chez moi, pour me tuer. Laissez que la justice fasse son travail. Laissez la justice là-bas, je ne vais rien faire. Vous attendez quelque chose là-bas, il n'y aura rien au village militaire sur l'affaire de Martinez. Moi je vous dis ça. Tant qu'ils sont là-bas à la présidence, là, il n'y aura rien. Bon, là, revenons aux choses qui sont à notre niveau, à votre niveau. C'est les choses qui sont à notre niveau là-bas. C'est les gros niveaux. Gros niveau de la politique là-bas, c'est nous. Donc, pour revenir aux choses simples, les ministres sont des faire-valoir. Le président de la République s'est organisé dans son gouvernement, dans son esprit. Il a dit qu'il gouvernait avec les méthodes de l'oligarchie. C'est-à-dire que c'est un groupuscule de gens qui s'appuient sur les richesses, qui accaparent les richesses, comme les oligarques russes. C'est-à-dire que c'est pourquoi il est attiré par la Russie. Maintenant, là. Ils prennent les industries, ils capitalisent un ensemble de choses dans la République et ils utilisent ça donc par ces grands voleurs. Il faut simplifier les choses. Et ils s'appuient sur eux avec un esprit, donc les méthodes oligarchiques, avec un esprit de monarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays ne fonctionne que si Biya ne dit pas encore oui, non, rien ne fonctionne. C'est l'esprit dans lequel ils gouvernent. Avec les méthodes de la dictature. Avec une dictature douce. C'est-à-dire, comme je parle là, c'est la preuve qu'il y a la démocratie, non? Mais c'est une dictature douce. Alors, c'est-à-dire, à tout moment, on peut m'enlever et m'assassiner. D'accord. Est-ce que vous partagez, Fridolin, que l'idée d'une nouvelle candidature de Paul Biya, je m'appuie là sur votre ouvrage Paul Biya, chronique de fin, réflexion, chronique de la fin voudrait dire réflexion sur un naufrage. Sur le naufrage d'une démocratie, oui. Un ouvrage paru en 2021. Oui. Alors, la note de lecture, c'est quoi le contenu, Fridolin? Est-ce que vous pensez qu'au stade actuel, avec tout ce que vous dénoncez là, Biya est toujours l'homme de la situation? Il n'a jamais été l'homme de la situation. Puisque sa candidature est annoncée pour 2020. Non, il n'a jamais été l'homme de la situation. Je veux dire que ce gars-là ne voulait même pas gouverner. On lui a forcé la main. Moi, c'est ma lecture. Et c'est pourquoi ça... Mais vous n'allez pas dire que pendant 40 ans, on ne faisait que forcer la main. Non, en fait, il y a des phénomènes psychologiques qui rentrent en jeu, qui font que, à un moment, comme le malade imaginaire, non, il se confond à son rôle et il meurt. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est malade, non, le malade imaginaire. Et dans la réalité, il va mourir. En fait, c'est une façon de dire qu'il a hérité d'un pouvoir. Il n'a jamais conquis le pouvoir. Il n'a jamais été élu pour avoir ce pouvoir-là. Il a été l'homme le plus docile. L'homme de l'opportunisme. Il était un bon opportuniste. Il a fait le calcul. Mais le fait qu'il a hérité d'un pouvoir,
sur la base du jugement d'Aïdjo, qui a dit par la suite qu'il s'est trompé. Aïdjo a dit qu'il s'est trompé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, la preuve, si maintenant lui ne veut pas remettre ce pouvoir depuis 42 ans, si maintenant lui dit qu'il ne prépare personne, si maintenant il dit que lui, en 2025, il se représente encore parce que le peuple lui aurait dit de se représenter, alors il y a un problème. C'est la preuve qu'il a hérité de quelque chose dont il n'était pas peut-être à la hauteur. Maintenant, par la force de son entourage, par le fait qu'il s'est entouré d'une clique de frères du village qui gouvernent actuellement en réalité, parce que tous ceux qui sont aux commandes, c'est les boulots. Vous n'allez pas dire ça. Tous ceux qui sont aux commandes. À la présidence de la République, il y a des conseillers qui viennent de l'Ouest. Le président de la République a gouverné vous avez un directeur de cabinet adjoint et autres qui viennent de l'Est. Il y a à peu près toutes les régions qui sont représentées. Vous voulez qu'on cite des noms de ceux qui sont de l'entourage du président. Ils ne sont pas seulement du Sud ou du Centre. Ce pouvoir est un pouvoir tribal. J'insiste là-dessus. Ce pouvoir est un pouvoir tribal. Vraiment tribal dur. Vous l'expliquez comment? Je l'explique. Prenons l'exemple des membres du gouvernement. Bon, c'est pas l'exemple qui compte. L'esprit de ce gouvernement, c'est de pérenniser la suprématie d'un groupuscule de gens qui croient qu'ils sont élus. Et les théoriciens de cette affaire-là, on les connaît. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont 20 ans dans certains postes. Et tous les postes clés des finances, de l'armée, de machin, c'est la famille. Écoutez-moi bien, que vous soyez content ou pas, vous ayez peur ou pas, je vous explique ce qui fonctionne dans ce pays. Et c'est tout ce qui se passe dans les recrutements, à tous ces échelons. Vous savez comment on fait pour être dans la FNH, tous ces postes-là, CSPH? Non, vous ne savez pas. C'est le démembrement des gens. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des choses qui peuvent vous créer même des incidents. Parce que même là, vous croyez que c'est les gens qui viennent de machin, c'est toujours eux. On le dit parce qu'on revendique. Quand ce pouvoir va perdre, on va le perdre. On va dire, oh, c'est les bêtis. Ce n'est pas les bêtis. Dans l'anthropologie, les bêtis, c'est différent des boules. Vous ne savez pas ça, ça c'est une histoire. Mais vous revendiquez quoi? Vous Fridolonké, non, on ne peut pas. Président, vous avez dit tout à l'heure, le ministre donc soumettait de votre léquier. Ça c'est rien. Vous parlez là, ça c'est les gens. Il est ministre chargé de mission à la présidence. Bon, donc je vous dis que, non, laissez les gens là. Vous avez eu des frères directeurs de l'ENAM, non? Bon, oui. Vous revendiquez quoi? Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous avez certainement dit qu'il y a... Vous avez eu un frère ministre des Finances, vous, docteur Fridolonké. Vous savez. C'est un ministère stratégique. Parce que vous venez de dire que les ministères stratégiques sont gérés par les boulots. Je vous rappelle donc qu'un Éton a dirigé le ministère des Finances. Toutes ces choses que vous voyez là, c'est des instrumentalisations, c'est des manipulations. L'esprit de ce pouvoir est tribal, point. D'accord. Fridolonké. Donc il peut y avoir des exceptions, mais ça n'enlève pas le principe générique qui gouverne cet État et non de le dénoncer. Fridolonké. Oui. La longévité au pouvoir, pour vous, n'est pas un modèle d'éthique républicaine? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est pas la démocratie qui m'intéresse. Je me suis contre la démocratie. Ça va vous surprendre. Moi, je n'aime pas la démocratie. Je n'aime même pas bavarder comme ça. Vous voulez la dictature? Oui, une dictature, un dictateur éclairé. Parce que c'est une façon de dire que ce gars ne peut pas avoir tous ses pouvoirs 42 ans. Et il laisse un pays comme ça, où tout le monde fait ce qu'il veut, un petit ministre se lève là, ils fait n'importe quoi faire. Non, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de gouverner. Ce type n'est pas capable de gouverner. Gouverner ça là, c'est des féminisations là, avec des gens qui sont dans l'homosexualité partout. Fridolonké, dans le gouvernement de M. Biya, si on vous demandait 2 noms de ceux qui travaillent bien, je dis 2 seulement, puisque quand vous parlez, l'auditeur peut croire à la maison que pour vous, aucun membre du gouvernement n'est efficace. Citez-moi 2 membres. Aucun n'est efficace. Aucun n'est efficace. Parce qu'ils n'ont pas moyen de faire... Donc vous n'avez pas 2 noms de ministres qui travaillent bien. Vous savez, je peux dire que s'il faut donner les noms, peut-être c'est un seul nom. Bon, je ne sais même pas, je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. À la limite, je pourrais dire, vous savez, ce qui m'a... Bon, il y a quelqu'un qui m'intéresse un peu là, c'est le chef du gouvernement. Mais, oui, c'est lui un peu là que je vois là que... Le reste, je peux citer, mais
Si on va dire que oui, il y a une accointance, mais peut-être qu'il y a un autre ou deux autres, effectivement, mais tous ces gens-là, ils n'ont pas moyen de travailler parce que tu ne peux pas travailler dans ce gouvernement pour changer les choses. Si tu changes, on va te créer une situation. L'esprit de Biya, ce n'est pas pourquoi on développe ce pays. C'est pour que tu travailles pour... Tu ne peux même pas travailler. On t'empêche même de travailler. Et ce n'est pas quand je dis on. Ce sont ces gens dont je parle là. Les gens qui croient qu'ils sont les frères de Biya. Et qui se permettent d'imposer. Vous savez, je vais raconter une histoire. Un jour, quelqu'un est parti voir Biya. Bon, il a dit des choses. Biya dit non, vous avez fait comme ça. Dès qu'il est sorti de là, ses frères là, rien, il n'y aura rien. Est-ce qu'il ignore ça? Il aime ça. Il aime ça parce qu'il fait... Il avait dit qu'il est un grand lecteur de Machiavel. Mais ça, c'est du machiavélisme tropical. On n'est plus dans cet esprit-là. Justement, c'est lui qui rentre dans les petits coups bas. C'est pourquoi il y a toute cette... On parle de CG, il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé sur la perte de l'éthique républicaine. Vous voyez le niveau, non seulement le Biya a fait en sorte que le mérite a foutu au camp, mais en plus, c'était généralisation des sectes, de l'homosexualité au cœur de l'État. C'est quelque chose de... On ne va jamais pardonner ça bien d'avoir fait ça. Parce que s'il ne voulait pas nous faire... Et il se moque de... Regarde, il se moque de... En silence. Mais lui, il devait, en tant que petit séminariste, croyant, chrétien, ne devait jamais le faire. Parce que cet État, ce pays, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Nous se retrouver dans un État où l'homosexualité, ces mœurs sont aussi généralisées dans l'appareil de l'État. Où les sectes pernicieuses, roses, croix, francs-maçonneries sont imposées aux gens. Et on nous dit que non, il faut quoi? Est-ce que ça, moi, mon directeur de thèse, ça, je vais vraiment le dire ce soir, mon directeur de thèse était l'un des plus grands chefs francs-maçons belges. Et il me respectait avec ma logique. On ne m'a pas imposé là-bas. J'arrive ici avec mon doctorat, le propre doctorat, pas les trucs qu'on fabrique ici en manipulant les enfants de tuer, en sodomisant les enfants. On vient m'imposer que vous êtes fous. Il faut que nous puissions leur dire que vous êtes fous. J'ai grandi pour ça, au niveau que j'aime les femmes. Bon, j'aime la femme. Mais c'est pas à ce niveau-là qu'on va m'imposer des choses, des conneries comme ça. Donc vous avez eu votre doctorat à l'extérieur, on ne vous a rien imposé. Non. Arrivé ici, ces gens me disent, ils vont imposer des choses aux gens. Vous êtes fous. Attends, vous savez, ma mère... On vous a dit de ramasser la tisse. Ma mère... Comme vous voulez. Ma mère, on se levait à 4h du matin. 5h, chaque jour. Aller vendre le bois, voilà. Donc je vais oublier tout ça. Je vais oublier que j'étais au Canada. Parfois, pendant les vacances, tu es là, tu es dans les forêts, là-bas, tu fais parce que là-bas, il y a un travail qui donne beaucoup d'argent. Vous prenez les débroussailleuses, vous allez travailler dans les forêts avec les ours et tout ça. Donc je laisse tout ça, j'oublie toutes ces souffrances-là pour venir là. Pour finir, parce qu'on t'a promis un petit truc. Non, il faut que l'éthique doit revenir en force. Alors, dernière question, Fridolin Kay, et peut-être avant-dernière, il nous reste 4 minutes de cette partie interview. Dites-nous, quel est le modèle de succession que le philosophe que vous êtes propose à M. Biya? Et de plus en plus, il se murmure que son fils Franck-Emmanuel Biya pourrait le remplacer. Vous proposez quoi? D'abord, est-ce que vous partagez cette idée? Est-ce que l'éthique républicaine préconise ce modèle de succession? Quel est le modèle que le philosophe que vous êtes propose à Paul Biya? Bon, vous savez, si Biya avait travaillé à ce que il y ait un progrès, il y ait un développement vécu, il pouvait laisser celui qu'il veut. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que c'est la démocratie que c'est bien. On a vu au Maroc, c'est une royauté, c'est un royaume. On a vu le développement. La petite Guinée là, c'est pas la démocratie, c'est une famille. Ils développent le pays, ils sont en train de développer. Donc le problème n'est pas celui de la famille. Mais le problème c'est qu'il a gâté toutes ses chances. D'abord, il n'a pas formé ses enfants. Regardez, celle-là, elle est on dit quoi? L'autre est Tchèle. Ne parlez pas des enfants du président. Non, vous parlez de Franck Biya, non? Ok.
Vous avez vous Non, je parle du nom le plus connu. Non, Franck Biya. Présenté oui, mais ces enfants n'ont pas le niveau. Quel que soit l'enfant qu'on va mettre là. Vous voyez, ce n'est pas. Franck Biya est comme son père. Un beau petit sourire là. Mais c'est pas ça. Le pouvoir, c'est pas ça. C'est grimace là. Il sourit, fait un petit geste comme ça. C'est les grimaces. On n'a pas besoin d'un président qui fait des grimaces là. Non, on a besoin d'une personne massive qui impose. Je vais vous dire dans les conférences qu'ils font là-bas entre eux. Qui tente, il va voir. Ça, c'est les ministres mondiaux. C'est les ministres qui m'ont dit. Et eux aussi veulent le pouvoir. Eux, ils disent que non, attends, depuis là. Qui me met là, il a quel. Je vous dis que par rapport à cette perspective-là, moi, je suis parti faire l'enquête chez les ministres même. Qui ne sont pas mes amis. Je viens de remplir l'audience. On s'assoit là. Il y a un qui j'ai passé 2 heures de temps avec lui. 2 heures. Et il vous a dit que Franck Biya ne doit pas tenter. Non, qui tente, il va voir. En fait, c'est pas sur cette base-là que je juge. Ce que je juge, c'est que Biya n'a pas donné la possibilité d'effectuer. D'ailleurs, lui-même, il avait dit, s'il le fait, il se dédie. Donc, il n'a pas préparé la transmission du... Il a même dit que... Il avait dit, quand il parlait, il répondait à cette question-là, que non, il n'est pas en train de... Il ne prépare pas son fils. Il n'est pas préparé son fils. Mais à la lueur où vont les choses, honnêtement, la seule petite garantie que Biya peut avoir, c'est mettre son fils. Attendez, je vous explique. Comprenez bien ce que je viens de vous dire. La seule petite garantie, parce que il a tué tout le monde autour de lui. Il a créé un vide autour de lui. Il a créé un champ de bataille radical autour de lui. Ces gens-là, ils se regardent en chien et loup. Et ces gens-là, ils peuvent se manger cru, tous ces gars que vous voyez là. Donc en fait, il est difficile de faire émerger une quête entre eux. À moins de faire partir par un troisième homme. Que ce soit le camp de Ngongo, que ce soit le camp de Laurent Essou, que ce soit le camp là, de... Vous citez des camps pas officiels. Vous appuyez sur... Vous ne voulez pas qu'il parle ou bien vous voulez qu'il parle? Non. C'est mon sentiment. Non, je vous explique. Je suis libre de vous expliquer. Non, dites qu'il y a les camps que vous avez... Vous apprenez comment parler. Jusqu'ici, j'analyse. Non, j'analyse, non. Non, on ne dit pas aux Camerounais qu'il y a les camps. Non. Ils savent qu'il y a les camps, mais vous ne les citez pas. Comment ils savent alors? Je vous dis que ce soit le camp de Ngongo, que ce soit le camp de... Vous insistez. Laurent Essou. On ne peut pas avoir une possibilité d'entente. Or, il faut que Biya trouve une personne. Il faut absolument qu'il trouve une personne. Donc, oubliez ces enfants-là. Parce que pour leur bien même, je leur demande de ne même pas montrer au nez. Mais, la meilleure façon de faire maintenant, c'est que le président fasse les réformes qu'il a fait lui-même. Lui-même maintenant. Le petit mois qui lui reste là. Et qu'il désigne quelqu'un qui va prendre la suite. Pour l'élection. Parce qu'il faut d'abord nettoyer. Quel que soit, même si on met Kanto maintenant, il ne peut rien faire parce que c'est trop pour lui. Il faut d'abord qu'il nettoie lui-même tout ce qu'il a fait avant l'élection. Avant le président. Si les gens ont dit non, il faut la démocratie, vous vous moquez de vous-même. On ne peut pas avoir un changement notable si on ne balaye par rapport à Alors, Fredlanke, je vous donne 30 secondes. Vous répondez à cette assertion qui dit que les philosophes sont des fous, y compris Fredlanke. Il faut être fou pour parler comme moi, par exemple. C'est de la folie. Et cette folie-là, c'est parce que ça montre effectivement l'autre folie dans laquelle la masse se retrouve. C'est être philosophe dans notre contexte. Bayek m'avait dit un jour que tu ne peux pas. Vraiment, c'est trop fort. Tu ne peux pas faire philosophie ailleurs. Justement, au contraire, il faut faire cette folie pour que les gens comprennent qu'ils sont dans la vraie folie. D'accord, merci. Est-ce qu'il arrive au fou donc que vous êtes de danser? Oui. Vous dansez où en boîte? Quand je suis de bonne humeur, c'est rare mais ça arrive. Vous allez en boîte? Oui, ça arrive rarement. Vous dansez quel style de musique? Ah, c'est pour faire plaisir à la personne qui m'accompagne. En fait, je suis pas un bon danseur, je n'ai pas été un homme de dehors. Vous aimez plutôt le sport et non la danse? Oui, je préfère encore. Mais bon, pratiquer un peu, mais là je suis un peu... Vous offrez donc quoi à la personne qui vous accompagne? C'est ce que vous avez dit? Oui, je préfère quand même le reggae parfois. Le reggae? Le reggae. Moi j'ai quand même une préférence. Je vous offre Robert Nesta, Bob Marley.
Ça vous dit quand même? Oui, absolument, c'est ça. Des vieux souvenirs lorsque vous étiez étudiant? Oui, mais surtout quand j'ai découvert une autre image de Bob Marley quand je suis arrivé au Canada. J'avais une copine québécoise qui m'avait fait encore réécouter toutes ses chansons. Et ça m'avait marqué. Un jour, j'avais fait une aventure nocturne à Calgary, à l'extrême ouest du Canada. Et j'avais fait la rencontre d'une Amérindienne, des gens, les visages pâles, avec les plumes comme ça, dans un train. Et on est sortis ensemble. Et cette chanson que vous mettez dans le fond sonore, elle a dansé toute la nuit. Et on s'est oublié. Je ne peux pas oublier ça parce qu'elle m'a parlé. 1981. C'était quelque chose. Je vous ai vu danser. Le grand génie, c'est le grand génie. On laisse vos formes là, vous chantez un peu. Non, je ne suis pas capable de chanter. Vous ne pouvez pas chanter. Nous sommes à un niveau de conscientisation, un niveau de sacrifice de soi. Vous voyez, il faut se sacrifier à un niveau où ta sécurité et tout. Mais je rends quand même hommage à celle-là qui m'a soutenu pendant les moments les plus difficiles. Mais on ne sait pas si elle peut supporter jusqu'au bout. Bon, c'est pourquoi on se retrouve dans une situation compliquée maintenant. D'accord. Allez, nous allons accueillir celui qui n'est pas fou, il n'est pas philosophe, il ne cherche pas l'homme comme dit Eugène, mais il est là. Transition pour accueillir l'ami de l'émission à bâton rompu qui est déjà bien installé. À bâton rompu, trajectoire. Modeste Bontinkwe, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Anaba, bonsoir à nos auditeurs. Alors ce dimanche, vous avez en face de vous un expert en discernement, un philosophe universitaire et chroniqueur politique, le docteur Fredo Lanke. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Votre curriculum vitae condensé s'étend sur 5 pages. Il retrace toutes vos expériences académiques professionnelles, votre vie d'auteur et bien d'autres. Mais ces pages, toutes belles, ne présentent pas assez les épines que vous avez ressenties dans votre chair toutes ces années et dans votre esprit également. Docteur, votre vie a toujours été un challenge partout où vous avez mis le pied. L'intellectuel et enseignant que vous êtes est l'aboutissement d'un jeune orphelin qui a souffert à la quête de la vie. Depuis l'âge de 14 ans, vous avez appris à vous battre, à rechercher le pain quotidien. À cet âge, vous viviez déjà seul dans une chambre simple à Obala et dont le loyer coûtait 1500 francs CFA par mois. Il vous fallait aller à l'école, trouver de quoi manger et satisfaire votre bailleur. C'est ainsi qu'étant en classe de 3e, vous décidez d'être précepteur, c'est-à-dire répétiteur. Et vos apprenants étaient les élèves des classes inférieures, 5e, 6e et surtout ceux de l'école primaire. Après l'obtention de votre baccalauréat à 4 espagnol en 1997 au lycée d'Obala, vous décidez de venir à Yaoundé, entamer des études supérieures. Déjà en classe de terminale, votre enseignant de philosophie vous inondait de critiques et ne vous prédisait pas d'un avenir